définir, respecter et surtout faire respecter les clauses du contrat de sa vie. On en jase tout de suite après ceci. Ben oui, on va parler d'un sujet qui touche un peu plus la spiritualité aujourd'hui. Parce que lorsqu'on fait face à une remise en question professionnelle, qu'on est malheureux au travail, puis que notre travail apporte plus de sens à notre vie, notre rapport à la communauté, les questions existentielles sont pratiquement impossibles à éviter. En fait, je pense qu'elles sont même souhaitables, parce que tout part de soi. Durant ma période d'introspection, je dirais à peu près, après environ 6 mois d'arrêt de travail, c'est vraiment là que j'ai commencé à me remettre en question professionnellement parlant. Quand je m'imaginais retourner travailler, c'était vraiment pas jojo le scénario parce que j'avais beaucoup de difficultés à me revoir, retomber dans mes anciens patterns, tellement que physiquement, j'en avais des symptômes. Ma gorge se resserrait, je pouvais avoir le tournis, mal à la tête. J'aimais vraiment pas les sensations dans mon corps quand je m'imaginais en train de retourner travailler. Parce que, de toute évidence, j'avais perdu la flamme totalement au travail, puis je savais au plus profond de mes tripes que la flamme, elle allait jamais revenir. J'avais perdu tout intérêt au projet qui était présenté à moi. Moi qui est vraiment une personne généreuse dans ma vie, mon désir de contribution à la société n'était plus du tout rassasié. Mes fonctions, mes tâches s'étaient rendues complètement vides de sens à mes yeux. Puis surtout, je sentais plus que mon travail mettait vraiment en lumière ma valeur véritable, mes forces, mon potentiel, tellement que je disais parfois même à des collègues de travail ou des proches que je me sentais un peu comme si j'étais sous-exploitée, humainement parlant, au travail. Donc, avec un constat pareil, j'ai vraiment voulu, une bonne fois pour toutes, faire un gros ménage, un reset, pour vraiment déterminer qu'est-ce qui était important pour moi. Pas pour les autres, pour moi. Puis le hic, c'est que lorsqu'on est habitué à errer dans la vie, je vous ai déjà expliqué dans un épisode passé que je vivais beaucoup dans le faire plutôt que de vivre pleinement puis consciemment dans mon être. Quand on est sur le pilote automatique puis qu'on est totalement déconnecté de soi, c'est vraiment pas évident de découvrir ce qui, dans le passé, nous a déjà fait vibrer à l'intérieur de nous. Puis pour m'aider à identifier mon idéal professionnel, ce qui était vraiment pas évident pour moi parce que j'avais perdu en fait la flamme pour plein d'autres choses à part mon travail. Je savais plus du tout ce que j'aimais et ce qui me faisait vibrer. Bien, à ce moment-là, j'ai tenté plutôt, au lieu d'essayer de m'imaginer un travail qui pourrait combler mes besoins, les besoins de mon être, j'ai essayé de tenter d'imaginer de quelle façon je voudrais me sentir professionnellement. Les émotions que je voulais ressentir, à quoi en fait ma vie pourrait ressembler si je mettais de côté toutes les limites que j'avais l'habitude de m'imposer, puis toutes les fausses conceptions du bonheur auxquelles j'avais adhéré jusque-là. Puis vraiment sans tenir compte de comment j'allais l'atteindre. Je faisais vraiment l'exercice en m'imaginant ce que je pourrais faire, mais dans le but de nourrir mon être, et ça, peu importe ce que ça allait être. Je ne m'imposais vraiment aucune restriction. Puis cette approche-là, elle m'a permis rapidement d'identifier, en fait, les 3 principales valeurs fondamentales qui comptaient pour moi. Mes 3 non négociables, si vous préférez, pour être heureuse puis pour donner un sens à ma vie. Puis pour moi, ces 3 valeurs-là, en fait, ça a été très, très rapide de les identifier. La générosité est arrivée tout de suite en premier rang, le plaisir, puis l'authenticité. Pourquoi la générosité? Bien, en fait, moi, je suis une personne qui a toujours eu besoin de contribuer. J'adore aider les autres. Ça a toujours été très présent chez moi, que ce soit dans les actions bénévoles que j'ai faites auprès des activités, exemple sportives de mes enfants, dans les écoles. J'ai toujours aimé donner mon temps. Offrir mon temps, pour moi, c'est la denrée la plus précieuse à mes yeux. Fait que pour moi, c'était vraiment quelque chose qui me faisait sentir vivante parce que c'était vraiment un don de moi-même. Le temps, c'est quelque chose qu'une fois qu'on le donne, ça ne revient plus. Donc, pour moi, ça signifiait vraiment beaucoup. Le plaisir, parce que, en fait, je suis une personne qui est née avec le gène du bonheur. J'ai besoin de rire, j'ai besoin de m'amuser dans la vie, j'ai besoin de flammes, des étincelles, tu sais, de la passion, de l'émerveillement. Puis tout ça,
c'est pour me sentir vivre pleinement, puis avoir une vie qui est passionnante à mes yeux, à moi. Pour ce qui est de l'authenticité, ben c'est pas compliqué. En fait, c'est que je déteste le faux. Tout ce qui est fake, les candidatons, les apparences, tout ce qui rentre dans cette catégorie-là, le politically correct, je déteste. Moi, j'aime le vrai, j'aime le raw, ce qui est aligné avec mes valeurs, ce qui n'est pas censuré, le sincère, là, qui vient directement du cœur. Là. What you see is what you get, comme on dit parfois. C'est vraiment mon carburant à moi, ces 3 principales valeurs-là. Puis comme une voiture, ben si j'ai plus de carburant, je peux plus avancer. Puis je sais aujourd'hui que mes activités professionnelles, il faut vraiment... Elles doivent en fait absolument me permettre de faire preuve de ces 3 valeurs-là, la générosité, ressentir du plaisir, être authentique, parce que c'est ce qui me permet d'être fidèle à mon être véritable au quotidien, puis de garder mes réserves de carburant pleines. On en a parlé de ça, entre autres, dans un épisode antérieur, l'importance d'avoir plus de gains d'énergie versus le moins possible de perte d'énergie. Donc, pour moi, le fait de respecter ces 3 valeurs-là dans mes activités professionnelles, ça me permet de garder mes réserves de carburant pleines. L'ironie là-dedans, c'est que durant une bonne partie de ma vie, j'avais trop souvent omis de tenir compte de ce qui importait véritablement pour moi. Un peu comme si j'avais jamais pris conscience que j'y avais pleinement droit. Puis, aussi stupide que ça pourrait sonner, je pense que pour la majorité des décisions professionnelles que j'ai prises, j'étais consentante. OK? Il n'y a pas personne qui m'a forcé à faire quoi que ce soit. J'étais consentante, mais c'était toujours irréfléchi avec le cœur, sans vraiment prendre en considération ce qui m'allumait, ce qui me faisait vibrer réellement. Je ne me consultais pas du tout. Tu sais, l'autoconsultation, là, ça faisait pas du tout partie de mes habitudes. Donc, quand quelque chose me semblait intéressant, ben j'allais, mais je vérifiais pas avec moi-même si ça correspondait avec ce que mon être voulait vivre. Comme dirait Marie Kondo, je me suis jamais demandé « Does it spark joy? » Hein? Est-ce que mon travail crée une étincelle de joie dans ma vie? Puis clairement, dans mon cas, la réponse était non. Puis là, je suis pas en train de dire que ma vie, ma carrière, ça a été un échec sur toute la ligne. C'est pas ça du tout. J'ai quand même eu des super beaux moments dans cet emploi-là. Mais je sais aujourd'hui que rarement, j'ai mis en prérequis mes valeurs, mes aspirations, puis mon épanouissement personnel. Tout ce qui importait pour moi involontairement, c'était vraiment de répondre aux attentes de l'organisation selon ses valeurs et ses termes à elle, en faisant totalement fi de mes valeurs à moi. Puis le résultat que ça a engendré, c'est qu'à force de fermer constamment les yeux sur mes valeurs, d'essayer de me convaincre que ma situation, dans le fond, n'était pas si pire que ça, que je me plaignais le ventre plein, bien la vie, elle s'est chargée de me faire comprendre que c'était pas comme ça que j'allais me sentir accomplie. Je voulais pas terminer ma vie avec un goût amer, avec le sentiment de m'être laissé tomber, puis en me résignant à accepter d'échanger ma vie contre une paye qui venait d'un emploi qui allait m'éteindre anyway à petit feu. Donc, j'ai vraiment dû relever mes manches, arrêter de me raconter des menteries, puis prendre mes responsabilités pour faire bouger les choses. Et j'ai compris aussi que si je voulais avoir un emploi dans lequel j'étais vraiment, véritablement heureuse, bien, je devais définir mes clauses. Puis je devais surtout les respecter puis les faire respecter. J'ai déjà lu quelque part dans un livre, l'auteur, là, le nom m'échappe, mais la personne disait « Le bien, c'est l'ennemi du mieux ». Puis je pense que c'est tout à fait vrai, cette phrase-là. Parce que dans mon cas, j'ai pris la décision de cesser de me contenter de ce qui était bien. Puis que j'avais pleinement le droit, en fait, d'exiger le mieux dans ma vie. Tu sais, souvent, on a une retenue, hein? Ah, ben là, j'irai pas demander mieux parce que le bien, c'est suffisant. Non, pourquoi on n'a pas le droit à mieux dans sa vie? Puis pour certains, ce que je viens de dire, ça pourrait sonner peut-être immature ou égoïste peut-être même. Mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est responsable. Puis tu sais, cette prise de conscience-là, ça n'a pas été facile là, à digérer parce que au début, j'avais vraiment l'impression que j'avais été bernée par moi-même pendant plus de 20 ans. J'étais vraiment maudite, en fait, après moi-même parce que, pour moi, j'avais été aveugle pendant vraiment trop longtemps. C'est exactement le sujet d'aujourd'hui. J'étais fâchée contre moi d'avoir accepté ce contrat de vie-là sans jamais vraiment questionner les clauses.
je vais vous partager une petite tranche de vie. À la maison, durant mon enfance, disons qu'on ne roulait pas sur l'or. Le fait qu'on vivait avec des moyens financiers plutôt limités, ça faisait en sorte que les discussions concernant le travail à la maison, je dis le travail, mais ça peut être les études, le futur en général, l'emphase était toujours inconsciemment mise sur le faire pour s'assurer dans le fond, qu'on se protégeait du manque, qu'on allait manquer de rien, donc qu'on était pour avoir. J'ai souvent entendu les adultes dans mon entourage dire que si je voulais manquer de rien plus tard, je devais faire des études pour avoir une bonne job. Puis la définition d'une bonne job chez nous, c'était une job payante, avec des bonnes conditions, puis surtout, idéalement, avec un gros fonds de pension. En fait, on suggérait presque des professions à privilégier plutôt qu'une autre. C'était à la limite un peu anxiogène par moment parce que dans mon esprit, c'était un peu comme s'il y avait un danger de pauvreté qui me guettait constamment si je décidais de prendre un chemin différent, mon propre chemin à moi. Comme s'il y avait un mauvais karma ou une malédiction là, sur ma famille, puis que je n'allais pas faire exception si je n'embarquais pas dans le moule. Les valeurs, c'est vraiment quelque chose qui est personnel puis propre à chaque individu. Puis c'est précisément pour cette raison-là qu'on est les seuls à pouvoir les déterminer. Les seuls à pouvoir les intégrer dans notre contrat de vie qu'on signe avec soi-même, les seuls à s'engager à les respecter, puis surtout les seuls à les faire respecter par les autres. Aujourd'hui, les clauses de mon nouveau contrat de vie, elles me permettent vraiment de créer une vie qui me ressemble, une vie qui est épanouissante, à mon image, puis surtout alignée puis en cohérence avec mon être. Puis j'ai compris aussi que mes valeurs fondamentales, elles devaient être un peu comme ma boussole, mon consultant interne. Et que si je prenais mes décisions professionnelles dans le futur en fonction de mes valeurs, ça s'applique autant aussi aux décisions personnelles, bien ma vie, elle ne pouvait pas faire autrement que d'être beaucoup plus épanouissante puis d'avoir en fait moins de chances de faire fausse route. Maintenant, peut-être que vous me demanderez, bien, comment on fait pour déterminer si un emploi correspond aux clauses de notre contrat de vie? Puis pour répondre à cette question-là, j'ai pensé vous suggérer de faire un exercice, en fait, qui comporte 6 questions ou 6 étapes qui pourraient vous permettre d'analyser votre situation en y allant par élimination. Puis là, je vais vous demander, par contre, là, de toujours garder en tête vos besoins personnels à vous. L'objectif, c'est vraiment simplement de vous partager des outils qui pourraient vous guider puis vous inspirer pour votre réflexion. Mais c'est super important de se respecter puis de respecter sa réalité personnelle en tout temps. Je vous rappelle que je ne suis pas une professionnelle de la santé. Donc, moi, je vous partage cet outil-là parce qu'il a été bénéfique pour moi durant mon expérience personnelle. Mais voilà, c'est important que vous preniez en compte votre situation à vous et ce n'est pas nécessairement à prendre à la lettre. Donc, première question, faites une liste de vos valeurs non négociables, vos valeurs fondamentales. Moi, personnellement, c'est vraiment la première chose que j'ai faite. C'est ça qui m'a guidée en fait durant ma prise de décision par la suite. Donc, commencez par dresser une liste de vos valeurs non négociables. Les valeurs qui pour vous sont, tu sais que c'est hors de question que vous les mettiez de côté. Celles qui vont venir définir ce qui est important dans votre vie. C'est comme par exemple, dans mon cas, je vous ai mentionné plutôt la générosité, le plaisir, l'authenticité, mais ça aurait pu être aussi bien, exemple, la franchise, l'abondance, je ne sais pas moi, le respect de votre vie personnelle. Puis je pense que tout devrait partir de ce point de départ-là parce que autrement, si on ne sait pas ce qui compte véritablement pour nous, bien, il y a trop de risques de faire fausse route. Donc, une fois que ça c'est fait, que vous avez identifié vos valeurs, vous passez à l'étape suivante qui est en fait de procéder à l'analyse de l'emploi qui vous intéresse. Donc, si vous êtes à l'emploi actuellement, vous pouvez faire l'exercice aussi avec votre emploi actuel. Si vous êtes en recherche d'emploi, je vous suggère de faire cette analyse-là. Donc, prenez le temps vraiment de regarder ce que le poste implique. Exemple, ce serait quoi vos tâches? À quoi ressemblerait une journée de travail typique dans cet emploi-là? C'est quoi la mentalité puis la vision de l'organisation que vous approchez? Ce serait quoi vos responsabilités?
Ensuite de ça, ça peut être les avantages sociaux, les horaires, est-ce qu'ils sont typiques? Allez-vous devoir faire du surtemps obligatoire? C'est quoi vos vacances? Essayez de faire un portrait général, une analyse générale de l'emploi qui vous intéresse. Puis une fois que c'est fait, ensuite, allez comparer les résultats de votre analyse avec les valeurs non négociables que vous avez identifiées dans la première étape. Puis le but de ça, c'est vraiment de confirmer si toutes vos valeurs sont respectées. Puis là, s'il vous plaît, là, de grâce, ne négociez pas avec vos valeurs. Si on ne respecte pas nos valeurs de base, comment on peut s'imaginer qu'un inconnu va le faire à notre place? Donc, déterminez s'il y a un alignement avec vos valeurs. Si l'alignement est totalement absent, bien, passez au prochain appel. Puis lorsque vous trouverez un emploi, un poste en vue, bien, refaites l'exercice pour vérifier s'il y a alignement dans ce cas-là. Puis si, après l'analyse, vous déterminez que oui, il y a alignement, que c'est positif, bien là, ça augure bien. Puis c'est là qu'à ce moment-là, on peut passer à l'étape 3. L'étape 3, en fait, qui consiste à confirmer votre choix en poussant la donne un petit peu plus loin, en vous imaginant en train de faire cet emploi-là, en train de le vivre. Donc, en train de faire les tâches dans les conditions qui sont mentionnées. En train, par exemple, de vivre au quotidien avec ce nouvel employeur-là, de relever les défis qui sont propres à l'organisation que vous approchez. Allez-vous travailler seul? Allez-vous travailler en équipe? Il y a plein de questions, en fait, que vous pouvez vous poser pour quand vous êtes en train de vous imaginer en train de faire l'emploi. Parce que quand on s'imagine faire une action, on est capable, quand on est attentif à soi, d'observer comment on se sent à l'intérieur. Donc, quand vous vous imaginez, posez-vous la question, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est valorisant? Je me sens-tu épanouie? Est-ce que vous retrouvez vraiment bel et bien toutes les valeurs fondamentales dans ce que vous imaginez, les valeurs fondamentales que vous avez identifiées à l'étape 1? Ressentez-vous de la satisfaction? Est-ce que vous arrivez à vous imaginer à cet endroit-là pendant plusieurs années ou bien si vous auriez l'impression de toujours avoir hâte au vendredi? Puis votre petite voix à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit-tu, ah oui, vas-y, go? Ou bien elle dit, elle part en courant dans l'autre direction, tu sais. La petite voix, là, elle ment jamais. Puis si vous n'avez pas assez d'informations, gênez-vous pas pour poser des questions. Les employeurs là, qui sont sérieux, qui sont respectueux surtout, ils aiment toujours qu'on s'intéresse à leur organisation. Puis normalement, sont au contraire très, très contents de répondre aux questions des candidats parce que justement, ça démontre que le candidat est sérieux dans sa démarche puis qu'il s'intéresse réellement à l'entreprise. La 4e étape, en fait, c'est que si les résultats de votre visualisation augurent toujours bien, la prochaine étape, en fait, ça va être de vérifier c'est quoi les pour et les contre. Les pour et les contre qui viennent avec l'emploi. Donc, toujours en gardant en tête vos non négociables. Donc, est-ce que, exemple, vous allez devoir changer votre rythme de vie? Est-ce qu'il contribue sainement à votre bien-être, à votre santé mentale, à votre santé physique? Est-ce qu'il va falloir que vous changez drastiquement votre horaire de vie personnelle? Tu sais, si vous avez des hobbies, des sports, je ne sais pas moi, une formation, une vie familiale remplie avec vos enfants, du temps de couple, des amis, des implications sociales quelconques, est-ce qu'il va falloir que vous changiez ou modifiez tout ça pour faire entrer le travail dans l'équation ou si votre horaire de vie personnelle est quand même respecté? Est-ce que vous allez toujours être en télétravail ou allez-vous être parfois au bureau? Dans quelle proportion si vous faites les deux? Puis surtout, est-ce que vos valeurs non négociables sont toujours respectées? Puis tu sais, c'est normal d'être prêt à faire certains sacrifices, mais jamais en ce qui concerne nos valeurs essentielles à notre contrat de vie. En aucun temps, nos valeurs essentielles devraient devenir négociables. 5e étape. C'est quoi votre motivation numéro 1? C'est aussi simple que ça puisse sonner, là, demandez-vous pourquoi vous voulez ce job-là. Qu'est-ce qui vous attire réellement? C'est-tu le salaire, les possibilités d'avancement, la flexibilité d'horaire? Si vous n'aviez pas besoin de travailler, là, exemple, vous gagnez le jackpot à la loterie, là,
est-ce que vous voudriez toujours travailler à cet endroit-là? S'il n'y avait pas tel ou tel avantage fourni ou autre chose que vous espérez avoir chez cet employeur-là, est-ce que vous seriez quand même naturellement attiré par ce travail-là? Puis encore une fois, est-ce que votre motivation est alignée avec vos valeurs ou pas? La première réponse là, qui monte, c'est souvent la véritable réponse. Donc, faites l'exercice de valider avec vous-même c'est quoi la réelle motivation que vous avez derrière votre intérêt à accepter ce travail-là. La 6e et dernière étape, demandez-vous, est-ce que cet emploi-là est vraiment cohérent avec qui je suis profondément? Ou si c'est plutôt l'opposé, c'est-à-dire que vous ressentez une certaine contradiction avec vos valeurs, avec votre être. Puis comme je vous ai mentionné d'entrée de jeu, se poser ces questions-là, ça n'offre pas nécessairement de réponse miracle, mais le fait de ne pas se fier uniquement au salaire, à l'horaire de travail ou autre chose, ça va contribuer vraiment énormément à faire le meilleur choix pour vous. Puis si vous vivez une situation professionnelle qui est difficile présentement, si vous vous interrogez à savoir si vous devriez changer d'emploi ou endurer la situation puis de rester où vous êtes présentement, bien déjà là, le fait que vous posez la question, c'est peut-être signe que votre être n'est pas comblé au niveau de vos valeurs fondamentales. Puis je dis pas de quitter votre emploi demain matin, c'est pas ça du tout, mais je pense que vous devriez avoir une sérieuse réflexion pour identifier vos valeurs non négociables puis déterminer si l'emploi rencontre vos critères ou pas. Vous pouvez même essayer de voir ça à l'inverse, dans le fond. Comme si vous passiez l'employeur actuel ou votre futur employeur en entrevue. C'est une relation employeur-employé, selon moi, ça devrait toujours être équitable dans les deux sens. Pas être unidirectionnel, où ce que l'employeur va vérifier si vous rencontrez toutes les conditions d'emploi. C'est tout à fait normal, en fait, que l'employeur fasse ça, c'est logique. Mais les candidats aussi devraient, eux aussi, s'assurer que l'emploi auquel ils postulent répond vraiment à leurs valeurs fondamentales. En conclusion, j'aimerais ça vous dire que ça pourrait arriver en cours de route que certaines personnes vont monter de la résistance ou vont manifester un certain désaccord envers les nouvelles clauses de votre contrat de vie. Parce que quand on change, qu'on s'affirme, qu'on prend une décision, ça provoque toujours des réactions. C'est la loi de la cause à effet, en fait. C'est pour ça que de définir, de respecter puis de faire respecter ces clauses, ça prend du courage. Mais votre bonheur au travail, ça ne devrait jamais être marchandé. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, c'est votre vie, c'est votre carrière et vous avez le pouvoir de choisir les clauses du contrat de votre vie, du contrat de vie que vous allez signer. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.